Mesdames, Messieurs, bonjour. Sébastien Saint-Pierre avec vous. Bien heureux de vous accueillir dans cet autre épisode de La vie agricole, cette quotidienne qui est maintenant diffusée sur les ondes de 13 radios FM partout dans la province, ainsi que dans l'Est ontarien. Mon co-animateur avec moi, M. Yannick Patelli. M. Patelli, bonjour à vous. Bonjour Sébastien, ça va bien? Ça va très bien, merci. Je te laisse, Yannick, présenter nos invités d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui avec Michel Saint-Pierre, mon co-animateur, à moi. Mon co-animateur qui est là depuis 3 ans, Michel. Ouais. Que nous faisons. On n'a pas compté les émissions, mais on n'a pas compté les émissions, on va faire un répertoire. Mais depuis mars 2020, donc c'est pas compliqué. Oui, depuis le début de la pandémie, pour être bien précis. Là, on l'a fait de façon quotidienne aussi, 5 jours semaine pendant quelques temps. Hein? Oui, tout à fait. Et puis là, on a avec nous Stéphane Michaud, qu'on a déjà reçu. On s'est parlé il y a quelques temps de pourquoi l'augmentation de la valeur des aliments allait augmenter l'occupation du territoire du Québec. Puis aujourd'hui, on va continuer. C'est un peu dans le même thème, pour la continuité du thème, mais on peut revenir sur ce thème-là aussi. Mais c'est surtout que quand on s'est écrit, que je t'ai dit, as-tu des sujets qu'on pourrait aborder, parce qu'on voulait... On veut en fait se rapprocher des sujets du terrain, comprendre les intérêts des producteurs. Et tu m'as dit oui, il y a des solutions d'avenir qui sont un peu étonnantes. Notamment, on pourrait penser que les producteurs moins spécialisés vont pouvoir mieux s'adapter à l'avenir. Puis moi, ma première lecture, quand j'ai lu ça, j'ai dit voyons, moins spécialisés. Moi, j'ai l'impression que c'est le contraire. Il faut que le producteur, on dit, il faut que le jeune producteur, il soit super techno, super instruit. Il y a des programmes incroyables maintenant. Oui, dans le fond, nous, à l'école, c'est ce qu'ils nous enseignaient là, de se spécialiser. Mais là, depuis que les intrants agricoles ou toute la valeur des aliments augmente de prix, ce qu'on se rend compte, c'est que les fermes qui sont plus autosuffisantes sont capables d'être beaucoup plus résilientes dans un contexte économique qui évolue rapidement. Mais pour être plus autosuffisant, indirectement, on est un peu moins spécialisé parce que ça veut dire qu'on vient tout gérer la chaîne de production partant du sol avec le soleil, l'air et l'eau jusqu'aux produits qui se consomment par des humains. Donc, il faut avoir un plus grand contrôle de son exploitation de A à Z, on va dire. Ben oui, c'est en plein ça, parce que sinon, ce qu'on se ramasse, c'est à transformer des aliments que d'autres ont déjà produits. Donc, on devient une unité de transformation, puis on n'est pas capable de contrôler ou d'avoir une vraie mainmise sur le contrôle des coûts de notre exploitation. Là. Quand j'achète de la céréale produite par un autre pour faire du porc sur une autre entreprise, j'ai pas tant que ça le contrôle sur le coût d'alimentation de mes porcs parce que c'est l'évolution des cours mondiaux des céréales qui vont affecter les coûts d'alimentation. Tandis que quand je cultive de la terre pour produire des céréales que je transforme en viande, puis qu'en plus de ça, j'utilise le fumier des porcs pour fertiliser mes sols, qui va me permettre d'économiser des achats d'engrais minéraux qui, eux aussi, sont sujets aux cours mondiaux du prix d'énergie, finalement, ça fait un système beaucoup plus résilient. C'est un peu le principe de l'économie circulaire ou de l'écosystème, en fait. La première économie circulaire qui a existé, c'est l'agriculture, sauf qu'on l'a spécialisé pour faire comme des shops, puis là, on se rend compte qu'il va falloir revenir à la base pour avoir des systèmes plus résilients, finalement, là. Oui, mais Michel, il dit on a spécialisé l'agriculture pour en faire des shops. Toi qui as été sous-ministre, en fait, tu as vécu cette période-là, en fait, où on a demandé aux gens de se spécialiser. Mais d'un autre côté, est-ce que le métier de producteur, c'est vraiment de gérer tout de A à Z, ou à la base, le producteur, il se disait, non, regarde, j'achète mes intrants à un endroit, puis je fais transformer mon truc, puis... lui, il produit sur sa terre, puis il se limite à ça. C'est-à-dire, si on remonte un peu dans les années 75-80, peut-être, le mot spécialisation, c'était signe de modernisation. On associait ça un peu. Et il y avait aussi les grands prêtres, appelons ça de l'agriculture, certains grands économistes qui parlaient de la planète où on irait produire là où c'est plus intéressant. Donc, que la planète se spécialiserait. Ça, on parlait donc d'hyper-spécialisation. Et c'est comme ça qu'aux États-Unis, tu avais aussi des grandes zones. Le Corn Belt, il était très bien défini comme étant une région où on produisait ça. Alors, nous, c'est ces influences-là qui étaient là à l'époque, puis on pensait que l'avenir serait
toujours dans ce sens-là. Qu'il y avait des régions du monde qui faisaient telle culture, d'autres régions faisaient telle Oui, culture. ben c'est ça, un peu. Ça, c'était poussé à l'extrême de voir la Terre est une unité. On était... on voyait ça un peu comme étant l'avenir. Alors, on s'inscrivait dans cette chose-là, puis le Québec n'était pas non plus à l'avant-garde. C'était loin de là. Le Québec était même un petit peu en retard, si on veut, par rapport à d'autres zones nord-américaines et même canadiennes. Là. Donc, on voulait rattraper ça. Ce que tu nous décris là, Michel, c'est le concept de la mondialisation, en fait, qu'on a vécu dans l'agriculture et ailleurs. Mais est-ce qu'on s'éloigne de la mondialisation de façon importante Parce qu'en fait, quand on écoute les émissions qu'on fait avec le CAPI, avec Tyler, entre autres, on voit que le Canada se positionne encore beaucoup sur ses exportations, sur une réalité internationale. Donc en fait, on n'est pas non plus à 10 000 lieues. La mondialisation ne s'est pas arrêtée parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine ou parce qu'il y a eu la pandémie. Là. Elle s'est ralentie, mais on n'est pas en fin de mondialisation non plus. Là. Non. Donc ça veut dire que les productions spécialisées dans certaines régions du monde, c'est encore une réalité pour les 20 ou 25 prochaines années? Non, mais il faut le voir à l'échelle d'une entreprise comme telle. C'est que j'ai besoin, exemple, sur une ferme laitière, d'avoir des gens vraiment spécialisés à faire la régie du troupeau et tout, mais ça me prend d'autres personnes sur l'entreprise qui vont être capables de faire une bonne gestion des champs en lien avec qu'est-ce que le troupeau a besoin. Mais ça prend un chef d'orchestre en haut de ça, qui est le propriétaire de l'entreprise, qui va être capable de tout orchestrer à patente, mais que sur l'échelle de la ferme, elle a produit ses aliments sur ses terres en utilisant le moins possible d'intrants qui viennent de l'extérieur pour bâtir un système vraiment là, le plus résilient possible. C'est plus dans ce sens-là que je l'amenais. Quel est le concept d'ailleurs de Belle-Île? En fait, quand on écoute le discours Belle-Île, la mission Belle-Île, qui est l'autosuffisance alimentaire, j'ai toujours entendu parler de l'importance de faire le plus de choses à la ferme, le moins d'achats possible à l'extérieur, pour faire en sorte d'être plus autonome et plus indépendant. Oui, tout à fait, c'est en plein ça. Et justement, prenons un cas particulier, parce que dans l'actualité actuellement, on entend beaucoup parler de la crise porcine, en fait, qu'on vit actuellement. Quand on parle d'intégration, en fait, on pourrait penser que l'intégration, c'est justement avoir le contrôle de tous ces outils, en fait. Mais finalement, on se rend compte que l'intégration dans le port, elle a un peu raté la coche, parce que... Non, mais ce qu'on a appelé intégration, si on prend l'exemple de l'IMEL, c'est de lier les élevages avec la commercialisation de la viande. Mais qu'est-ce qu'ils ne contrôlent pas, c'est la production des aliments qui permettent de nourrir leur élevage. Donc ça, c'est la chaîne qui manque. Puis, dans le fond, ça devient un gros système totalement inefficace parce que dans le fond, on a au moins 2, si ce n'est pas 3 transports de grains. Après ça, les animaux ne sont pas nécessairement à côté des terres qui vont servir à produire les céréales qui nourrissent les animaux. Donc, le fumier, il est envoyé dans d'autres systèmes et on se retrouve que on a une plus grande utilisation d'engrais minéraux pour fertiliser ces terres-là éventuellement, quelles qu'elles soient. Là, on sait même pas d'où nécessairement le grain provient. Fait que dans le fond, on finit par avoir un système qui ne contrôle pas la base, puis qui a énormément de transport, comparé si on regarde une ferme qui est naisseur-finisseur, qui a ses terres, que les animaux sont gérés par la famille, que le grain est consommé aux côtés de l'endroit où il a été cultivé, puis en plus de ça, j'utilise le fumier des animaux pour fertiliser les terres, pour réduire ma dépendance à l'importation d'engrais qui vient d'en dehors ou qui utilise une très grande quantité d'énergie. Puis je suis capable de faire ça en ayant des sols qui améliorent leur qualité et leur système si on le fait intelligemment. Donc, ça devient un système terriblement résilient sur le coût de production et sur l'empreinte environnementale que ça génère. Ce qui veut dire que pour que leur intégration fonctionne, il aurait fallu quoi qu'Olimel soit propriétaire de terres agricoles? Oui, mais ils ne l'ont pas fait parce que si on recule de seulement 15 ans, ça coûtait moins cher acheter des céréales que les produire.
Donc, ils se sont concentrés sur la partie qui générait le plus de revenus, puis, ou qui était le plus rentable. Puis maintenant que ce serait super intéressant, ben, la barre à l'entrée est bien trop grande. La terre est rendue trop chère. Ben, pour le volume que ça prendrait pour que tout d'un coup, être capable de le gérer. Mais ça demeure que, tu sais, quand on vous dit un essor finisseur dans le port qui produit ses aliments, ça fait un système résilient. Là. Ben, dans le temps que les grands intégrateurs, Olimel et autres de ce monde, ont produit de plus en plus d'animaux sans s'occuper de produire du grain, ben, ils étaient rentables. Par contre, ils ont été capables de prendre la place juste parce qu'ils contrôlent le marché de la viande et que l'assurance stabilisation est venue distorsionner tout le système. Mais là, on se ramasse dans une situation qui ont créé un environnement, puis avec le contexte économique de la valeur des produits agricoles, que c'est un gigantesque système totalement inefficace. Mais on a des fermes naisseurs-finisseurs qui sont très résilients, qui vont peut-être pouvoir passer au travers de la crise si on continue à avoir des acheteurs pour la viande. Là. Ça, c'est un autre débat. Parce qu'en fait, on ne sait pas actuellement dans les coupures d'abattage qui vont avoir lieu chez Olimel si ça va être, je pense que c'est devant la régie des marchés en ce moment. Ça va finir devant la régie des marchés, oui. Ça va être une guerre d'avocats. On va savoir ce qui va se passer, mais en fait, on ne sait pas encore si effectivement il va y avoir la coupe va être tiers. Mais le fond du dossier, là, c'est que on va chicaner pour maintenir en place ou supporter un système que, dans le contexte économique actuel, est condamné à être inefficace. C'est un énorme trou noir qu'on va engloutir des montants d'argent colossal là-dedans. Puis tant qu'on va être dans le déni que c'est ça la situation, on va engloutir de plus en plus d'argent. À un moment donné, il va falloir changer de système un peu. C'est ça, mais la solution serait où si aujourd'hui on ne peut plus acheter les terres parce que les terres sont vendues trop chères pour rentrer dans le système? Ben, la solution, c'est que le système d'intégration, s'il n'est pas propriétaire des terres, il ne fonctionnera plus. Donc, c'est de revenir aux fermes familiales. Présentement, les abattoirs, là, puis l'exemple de ça, là, vous avez Asta là, à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, que pendant que Olimel dit qu'il ne fait pas d'argent, eux autres, ils agrandissent à tous les ans. Mais ils ne sont pas propriétaires d'élevage, eux autres. Hein? Présentement, Olimel ne réalise même pas que les porcs qui lui coûtent le moins cher, c'est les porcs qu'ils achètent, c'est pas les porcs qu'ils produisent. Fait que c'est un peu ça la situation, là. Sauf que c'est pas du tout dans la mission de cette entreprise de pas produire de porc. Ah, mais ils sont dans le propre déni de leurs problèmes. Puis ils entraînent tout le monde avec eux. Fait que c'est là qu'on est... c'est ça la problématique de la situation. Alors, on verra devant la régie des marchés ce qui va se passer dans les prochains jours. On va à une courte pause, on revient avec Stéphane Michaud. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone, une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole, par son émission La Quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez.
L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. Bonjour dans la quotidienne, nous sommes avec Stéphane Michaud et nous discutons en fait aujourd'hui de solutions d'avenir étonnantes. Vous avez vu, on a parlé beaucoup d'autosuffisance alimentaire dans cette émission en parlant du besoin pour les producteurs d'être moins spécialisés et d'avoir une vue d'ensemble plus large, on va dire, de leur exploitation agricole pour répondre aux besoins et aux défis de 2023 et des années à venir. Et là, on parlait sur la fin de la première partie de l'émission de la problématique avec Olimel, qui dans un trouble assez évident, tu nous as bien expliqué. Mais comment on fait pour se passer des engrais en fait au final si on est dans cette situation dans la production porcine et en fait qu'on n'a plus accès en fait aux terres agricoles. Ben, dans le fond, un peu pour revenir à la situation des intégrateurs qui ne sont pas en lien avec les sols, donc qui ne contrôlent pas l'intrant ou le coût de la matière première qui sont les céréales pour leurs animaux, c'est que toute l'énergie on est d'accord que les aliments qu'on produit, c'est une source d'énergie pour les humains. Mm-hmm. Bon. Puis toute l'énergie qui est disponible sur la planète, elle provient toute du soleil. Même l'énergie hydroélectrique, c'est le soleil qui a évaporé l'eau pour l'envoyer en haut des barrages pour qu'elle repasse dans les turbines. Donc, quand on veut bâtir des systèmes plus résilients, puis que les producteurs soient capables de mieux contrôler leur coût de production, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est qu'avant de cultiver peu importe quelle plante ou quel animal, ce qu'on a à cultiver, c'est l'énergie du soleil. Puis le sol, c'est de la surface sur laquelle on peut occuper le terrain pour capter cette énergie-là. Puis quand on fait des grandes cultures, quand on cultive le sol, si on n'est pas compétent à utiliser l'énergie du soleil, on achète des engrais minéraux pour utiliser de l'énergie fossile pour venir vider le compte de banque, c'est-à-dire la réserve de matière organique qu'on a dans notre sol, plus rapidement. C'est juste un jeu de liquidité. Donc, ce que je veux dire, c'est que le sol a emmagasiné de la manière qu'il s'est formé et d'année en année, avant qu'on se mette à le cultiver, de la matière organique qui est entreposée dans le sol. C'est la dégradation de cette matière organique-là par les micro-organismes du sol qui va venir fournir des éléments nutritifs aux plantes qu'on va mettre dessus. Quand on est en train de le cultiver, on en remet régulièrement à tous les ans, exemple par des fumiers. Mais là, dans les systèmes intégrés, que les animaux ne sont pas en lien avec les sols, à un moment donné, on a des fumiers à des endroits qui vont dans d'autres cultures. Et bon. Puis on se ramasse avec des sols, des fois, qu'on voudrait cultiver puis qu'on manque de fertilisants. Quand les gens utilisent des engrais minéraux, ça fonctionne jusqu'à temps qu'on ait vidé la réserve de matière organique du sol, c'est-à-dire que les engrais minéraux qu'on va mettre vont accélérer la minéralisation de la matière organique, la dégradation de la matière organique. Je parle surtout au niveau de l'azote. Phosphore, potasse, c'est des éléments qu'on va voir apporter. Mais quand que la matière organique va venir trop basse, même si on ajoute des engrais minéraux, on n'a plus d'effet. Donc la solution va passer par? La solution va passer par recommencer à cultiver le terrain de manière à rebâtir une fertilité pour commencer à pouvoir cultiver correctement. La solution, en fait, est la même que si on avait cultivé correctement avant d'arriver à ce point-là. C'est de plus en plus la gestion des sols. La gestion des sols, la gestion de la matière organique, la gestion des textures, les conditions de travaux. En tout cas, c'est toutes ces choses-là. Quand tu donnes l'exemple de on vide le compte de banque, en fait, tu me disais aussi en préparation de l'émission, un symbole qui, je pense, peut être clair pour les auditeurs qui sont moins dans les régions et qui nous écoutent, mais qui ne sont pas nécessairement agriculteurs. Tu disais, c'est un peu comme l'exemple d'un pays qui aurait beaucoup de pétrole
puis qui finalement vide ses terres de tout le pétrole qu'il peut avoir, puis il n'a pas eu la vision de ce qui va se passer de l'après-pétrole. C'est en plein ça. C'est le même principe. C'est pareil. Tu as des sols qu'on a commencé à cultiver qui étaient à 8, 10, 12% de matière organique, qui sont rendus à moins de 3% de matière organique. Ben, écoutez, les gens, ils n'ont plus les résultats techniques ou les rendements qu'il y avait quand on a commencé. Donc, c'est d'avoir une régie de culture qui fait que les niveaux de matière organique, au pire, ils se maintiennent. Il ne faut surtout pas qu'ils baissent. Puis ça, c'est la bonne lecture de comment que notre sol est géré finalement. Là. C'est le bulletin de comment notre sol est géré. Alors, dans les solutions étonnantes, je ne sais pas si toi, dans les expériences empiriques que tu peux avoir avec les producteurs que tu rencontres, comment ils vivent ça. Un des thèmes dont on entend beaucoup parler, et je sais qu'on va en entendre parler encore dans les prochains mois, parce que notamment je sais que le CAPI, l'Institut canadien des politiques agroalimentaires, travaille sur un projet en collaboration avec Nicolas Mesli sur la gestion de l'eau. Est-ce que l'eau, qui est une problématique peut-être moins au Canada pour l'instant, mais une vraie problématique, que ce soit en Californie, que ce soit en Europe, où on entend beaucoup parler de la problématique de la gestion de l'eau pour l'ensemble des citoyens, mais aussi beaucoup pour les agriculteurs, qui dans certains pays sont obligés de faire des bassines de réserve, etc. Est-ce qu'à ce niveau-là, on parle d'autosuffisance, on parle d'avoir une vision large de l'exploitation, est-ce que les agriculteurs au jour d'aujourd'hui sont déjà conscientisés à ça, ou pour l'instant au Canada, au Québec, l'eau, on a un accès assez facile et on n'est pas encore on n'a pas cette vision-là encore. Ben, les gens sont dans le fond, ce qui se passe, c'est que là, on a de plus en plus d'écart entre on a de plus en plus fréquemment des épisodes d'excès d'eau et des épisodes qu'on en manque. Mais plus que nos sols sont en santé, plus que ça donne des sols résilients et plus que ça vient tempérer les excès et les hausses. Là. Quand j'ai trop d'eau dans un sol riche en matière organique, la matière organique l'absorbe, puis ça reste il me reste de l'air un peu dans le sol. Ce qui est important dans un sol, c'est que j'ai de l'air, de la matière organique et de la matière minérale. Mais si j'ai pas d'air parce que j'ai trop d'eau, mes plantes ne peuvent pas se développer. Donc, si j'ai suffisamment de matière organique, j'ai une plus grande partie d'eau qui est absorbée, puis ça laisse de l'espace pour avoir de l'air en même temps que de l'eau dans le sol. Puis ça, c'est ce qu'on appelle la texture, l'étude des textures des agrégats. Mais dans le fond, c'est comment la matière organique se comporte et est-ce qu'il y en a suffisamment et est-ce qu'elle est capable d'absorber l'eau, d'assimiler l'eau pour la relâcher quand ça vient trop sec. Parce que quand il vient trop sec, c'est qu'il y a de l'air, il y a de la matière organique, mais il n'y a plus d'eau. Donc, Mais ce que je veux dire, est-ce que la vision, par contre, du produit, ou est-ce que la problématique n'est pas là encore en fait, les problématiques qu'on nous ressasse en fait dans différents documentaires, que ce soit en Californie, en Europe, on nous dit qu'actuellement, en fait, on est en sécheresse en février, alors qu'on était en sécheresse l'année dernière en mars, puis l'année d'avant en avril. C'est comme si les sécheresses sont toujours plus tôt. Est-ce que au Canada, au Québec, cette problématique-là, elle est déjà présente dans l'esprit des agriculteurs ou elle va devenir présente ou comme tu dis, parce que des fois il y a trop d'eau, des fois pas assez, mais l'équilibre se fait. Non, mais c'est ce que je te dis, c'est que c'est très variable d'une saison à l'autre et d'une région à l'autre ou même d'un champ à l'autre. Mais qu'est-ce qui nous permet d'améliorer notre autosuffisance, point de vue achat d'intrants pour cultiver, nous permet aussi d'améliorer notre résilience face aux variations de quantité d'eau qu'on reçoit. Soit en plus, soit en moins. Donc, c'est complémentaire, ça va dans le même sens, finalement. Alors, sur le discours de l'autosuffisance alimentaire et de l'autosuffisance à la ferme, en fait, parce que l'autosuffisance alimentaire, c'est un message qui nous a été beaucoup présenté depuis la pandémie. Et ça, effectivement, je pense que ça donne un boost, en fait, à l'autosuffisance à la ferme aussi, parce que à force d'entendre parler que les Québécois ont besoin, en fait, d'être autosuffisants sur le plan alimentaire, je pense que ça a réveillé du monde, que ce soit auprès des citoyens ou auprès des décideurs, ça a réveillé du monde sur le fait que c'était important que les exploitations soient autonomes et efficaces. Est-ce que tu as le sentiment que le discours que Belle-Île porte depuis déjà, comme moi je vous entends parler de ça depuis une vingtaine d'années, ce discours d'autosuffisance à la ferme, est-ce que c'est quelque chose qui pop un peu plus auprès des décideurs, auprès des institutions d'enseignement? Ça, je sais. Ça, je peux pas vraiment te dire. Par contre, au niveau des producteurs, c'est que
les gens qui ont rien changé dans leur modèle de production depuis une quinzaine d'années, ben toutes les hausses de coûts des intrants qu'on a eues, ça a été une diminution des marges pour eux. Donc, il y a de plus en plus d'ouverture parce que le contexte économique, tu sais, autant que, dans le fond, ce que je dis aux producteurs, c'est la hausse du coût des produits agricoles, là, pour un producteur agricole, c'est une opportunité, c'est pas un problème. Mais on est condamné à s'adapter, par exemple. Mhm. C'est plus viable d'acheter les produits qu'un autre producteur a fait pour seulement les transformer chez nous. On est obligé d'être capable de les produire et de les transformer. C'est de là je disais que les producteurs qui vont être un peu moins spécialisés s'en sortent mieux parce qu'ils contrôlent vraiment toute la chaîne. Puis on voit la problématique même au sein de grands groupes comme les intégrateurs dans le port qui bénéficient plus de ce qu'il y avait comme avantage il y a une quinzaine d'années au niveau du coût des grains versus de seulement se concentrer sur l'aspect qui était le plus rentable de l'opération. Parce qu'on embarque là-dessus le coût d'énergie, le coût du transport, etc. C'est un peu le même principe pour le consommateur qui finalement, quand il va acheter son plat cuisiné, en fait, il va avoir des coûts qui sont explosés, alors que s'il s'organise par lui-même et qu'il contrôle sa recette de A à Z, en fait, on s'entend qu'il va savoir ce qu'il y a dans les aliments, mais il va en plus avoir peut-être plus de contrôle sur le coût final de son produit. Oui et non, là, ça serait vrai si vous comparez à quelqu'un qui fait son jardin puis qui est bon à faire son jardin, là, parce que... Sinon, il a toujours l'intrant. Non, ben c'est ça, sinon t'as encore l'intrant, là, c'est en plein ça, là. Puis, c'est parce que je peux bien décider de faire un jardin, mais si je suis pas bon puis que je prends beaucoup de temps à faire un jardin puis que je fais pas d'aliments puis que je produis pas de stock... Ça veut dire que l'agriculteur... Quand tu passes auprès des producteurs, tu donnes ton message sur l'autosuffisance, l'importance pour lui de bien comprendre sa chaîne de A à Z. Et de la maîtriser. Et de la maîtriser, c'est que tu lui fais aussi la démonstration qu'au final, il y a de l'argent cash qui sonne au bout. Parce que la raison pour laquelle le producteur va suivre cette idée-là, c'est qu'il va dire, regarde, moi je vais le faire si au bout de la ligne, mes profits sont plus élevés. Ben oui, on est en business, là. Les producteurs, matin, c'est une entreprise, il faut qu'elle génère des bénéfices, mais au-delà de ça, c'est qu'on arrive tranquillement dans une situation que c'est le modèle d'affaires qui va permettre à plusieurs entreprises de rester en affaires et même de se démarquer. C'est ce qui n'était pas le cas il y a 15 à 20 ans quand on a commencé à en parler. C'est vraiment ce qui évolue. Ce qui a évolué beaucoup, c'est qu'en fait, la vision que Belle-Île a poussée il y a 15, 20 ou 25 ans, en fait, aujourd'hui, devient quasiment la norme que tout le monde va devoir appliquer. Sinon, on a des gros défis devant nous. Merci Stéphane. Merci. À bientôt.